Sac à main est encore plus révélateur de ce qu'elle a volé. Elle avait sur elle des drogues très dures, comme de l'oxycontin, un puissant narcotique proche de l'héroïne. C'est une drogue très populaire, surtout à Hollywood, et ça pourrait expliquer son comportement étrange. En juillet 91, le groupe de rock Guns N' Roses joue devant 20 000 personnes à Saint-Louis. Le chanteur Axl Rose déteste les photos. Il est très nerveux sur le sujet. Or, dans la foule, l'un de ses fans, Bill Stephenson, est armé d'un appareil photo. Je suis un fan inconditionnel de Hard. J'enfreins toutes les règles. Même si les appareils photos sont interdits, j'essaie toujours d'en planquer un. Il y a plein de cachettes possibles, dans la casquette, la manche, le pantalon. Axl Rose a horreur des photos. Pour le prendre en photo, il faut payer. À ses concerts, pas question d'amener un appareil. Axl repère l'appareil photo. Furieux, il crie à la sécurité de le confisquer. Il hurlait « Prenez-lui, prenez-lui ! Si vous ne le faites pas, c'est moi qui y vais !» Et il a sauté dans la foule. Je ne l'ai pas vu me sauter dessus, parce que j'essayais de passer l'appareil à un ami. On a roulé par terre. Il voulait m'arracher l'appareil. Il me fouillait et moi je me disais « Trop fort, j'ai une rockstar sur le ventre. » C'est le rêve de bien des fans. La lutte dure quelques minutes et puis... Il a attrapé le micro et il s'est mis à insulter la sécurité. Et il est parti. Le groupe ne savait pas quoi faire, ils l'ont suivi. Les spectateurs en furie saccagent complètement la salle de concert. Une vraie émeute. Il y a eu 65 blessés. Ils démolissent la scène. Il y en a pour des milliers de dollars de dégâts. Les fans sont furieux. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils portent plainte et demandent un mandat d'arrêt contre Axl Rose. Le hard rocker rebelle n'a plus l'air si menaçant dans le joli costume rose qu'il porte à son procès. Axl est condamné pour avoir provoqué une émeute. Il doit verser des milliers de dollars de dommages et intérêts. Quant à la photo prise par son fan Bill, impossible de la voir. La photo n'est pas à vendre. Elle est pour mon album de concert. Même le gladiateur australien Russell Crowe. Pourtant, malgré tous ses pugilats en public, il n'a pas été arrêté une seule fois. Mais il n'est pas passé loin de la condamnation. Ici, par exemple, en Australie, les caméras de surveillance le surprennent en pleine bagarre après une soirée bien arrosée. Russell Crowe a toujours entretenu son image de mauvais garçon. Un jour, à l'hôtel, après une de ses fêtes bien arrosées, on a dû drainer la piscine pour évacuer toutes les canettes et tous les verres cassés. Ça lui a coûté près de 5 000 $. Il y a 2 ans, dans un bar branché de Londres, Georgie, des étoiles plein les yeux, a assisté à l'un des accès d'humeur de la star. Quand j'ai vu Russell Crowe pour la première fois, ça a été un choc. Ce n'était pas le canon super sexy de Gladiator ou de L.A. Confidential. C'était une épave. Il est venu vers moi. Bonjour, je suis Russell. Il m'a serré la main, puis il l'a embrassé. J'étais toute retournée. D'accord, il était affreux et vulgaire, mais quand même, Russell Crowe m'avait fait un baise-main. Mais le naturel revient au galop. Et Russell provoque une bagarre dans les toilettes avec un homme d'affaires. Russell Crowe et un autre type se battaient comme des coqs. Finalement, quelqu'un les a séparés et on a dû plaquer Russell contre le mur en criant « Calmez-vous ». Russell et l'homme d'affaires font la paix. Et une fois encore, aucune plainte n'est déposée contre la superstar. Le scandale glisse sur Russell Crowe sans l'atteindre. L'acteur-réalisateur, récemment salué par le Vatican pour son film La Passion du Christ, n'a pas toujours été un modèle de vertu. Mel Gibson fait très attention à son image. Il ne veut pas qu'on sache qu'il lui arrive de regarder d'autres femmes, de boire un verre ou de s'amuser. Il veut qu'on pense que c'est un bon catholique, un bon père et un bon mari. Mais parfois, il dérape. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, je l'ai vu complètement saoul dans un bar. Les filles se le faisaient passer et l'embrassaient.
Dans les années 80, son petit goût pour la boisson lui attire de gros ennuis. Pendant un tournage au Canada, il percute une autre voiture après avoir passé la journée à boire. Il accorda une interview à un journal de Toronto. Il s'est excusé de roter tout le temps car il avait bu 8 bières. Il a passé tout l'interview à essayer d'en obtenir d'autres. Plus tard, après avoir assouvi son désir de bière, il a pris le volant et a embouti une autre voiture. Son taux d'alcoolémie était 2 fois supérieur à la limite autorisée. Pour couronner l'humiliation, le conducteur qui l'avait percuté n'avait aucune idée de qui il était. Après autant de bières, Mel Gibson lui-même ne savait plus vraiment qui il était. Il y a 2 genres d'étoiles dans le firmament hollywoodien. Celles qui sont toujours brillantes et romantiques, et celles qui boivent, perdent tout contrôle, se transforment en harpies et se font arrêter. Cette hôtesse était vraiment méchante. La comédienne chanteuse Courtney Love, veuve du chanteur de Nirvana Kurt Cobain, est condamnée en 1995 pour avoir maltraité le personnel de cabine sur un vol vers l'Australie. Mademoiselle Love aurait refusé de retirer ses pieds du mur, se serait disputée avec une hôtesse et l'aurait insultée. C'est une rebelle notoire. Elle entretient cette image. Alors, où qu'elle soit, on sait qu'il va y avoir du grabuge. L'an dernier, Courtney provoque d'autres turbulences en plein vol. Lorsqu'on l'arrête à l'aéroport de Londres, elle a l'air d'avoir bu toutes les mini-bouteilles du bar. Toutes les recherches sur les excès de violence en avion montrent qu'il y a 3 facteurs déclenchants. L'alcool, le stress et la personnalité. Dans le cas de Courtney Love, je pense que ces 3 éléments étaient réunis. Mais la reine du grabuge en avion est sans doute Diana Ross. La diva de la soul music a même été arrêtée par la police avant un décollage. En 2002, lors de l'embarquement du Concorde à Londres, elle n'a même pas pu passer la sécurité. Au contrôle, ils utilisent un détecteur de métaux. Ensuite, une femme m'a fouillé en me palpant les jambes. Ça ne m'a pas plu. J'ai voulu me plaindre, mais personne ne m'a écouté. Diana Ross, avec ses airs hautains, a décidé que la femme chargée de la sécurité avait dépassé les bornes. D'un geste agressif, elle s'est mise à lui tâter les seins et lui a dit « Si tu me touches la poitrine, je touche la tienne ». Elle a été arrêtée sur le champ. Diana est conduite à un poste de police et gardée à vue pendant 5 heures. Finalement, elle n'est pas poursuivie. Et quand on la libère, elle est si pressée de rentrer chez elle qu'elle traverse l'aéroport en courant, vêtue d'un simple juste au corps. C'est l'exemple parfait de la superstar qui pense qu'il y a une justice pour les gens ordinaires et une autre pour les gens comme elle. J'ai eu peur. Je m'inquiète pour mes enfants, je veux rentrer chez moi. Herbe, hache, shit, ganja, le cannabis a coûté cher à certaines stars. En 1969, Mick Jagger est arrêté pour avoir fumé des joints avec Marianne Faithfull. Avec cette histoire, le cannabis devient la drogue du rocker. Un peu plus tard, c'est Paul McCartney qui se fait prendre à son tour. En 80, on l'arrête à l'aéroport de Tokyo avec un sachet de marijuana caché dans sa valise. Il encourt 7 ans de travaux forcés. Il a dû aller trouver Yoko Ono pour lui demander de l'aide. Ça vous dit à quel point il était dans le pétrin, car ces deux-là se détestaient. Mais la famille de Yoko est très connue au Japon. Et elle a dû tirer des ficelles. Il était vraiment dans la panade. Il ne risquait pas 2 heures de garde à vue, mais vraiment la prison. Cette arrestation pour possession de cannabis n'a même pas égratigné l'image de Paul McCartney. L'acteur Matthew McConaughey, lui, n'a pas eu autant de chance. Lundi matin, à environ 2h30, 2 agents de police se sont rendus au domicile de l'acteur à la suite d'une plainte pour tapage nocturne. Selon l'un d'eux, McConaughey dansait nu en jouant du bongo. L'agent aurait également aperçu un bol plein de marijuana sur la table basse. Un jour, je lui ai demandé s'il ne trouvait pas bizarre de faire ça à 3 heures du matin. Il m'a répondu « Pourquoi ? On est juste une bande d'amis qui s'amusent en pleine nuit. » Les poursuites contre l'acteur sont finalement abandonnées, mais son image de joueur de bongo dénudé va lui coller à la peau pendant des années.
L'arrestation de Matthew McConaughey a changé le cours de sa carrière. Une rumeur a circulé selon laquelle il était gay. On a même dit qu'il jouait du bongo tout nu avec un autre homme. En fait, il y avait plein de filles à cette soirée. Mais le pauvre Matthew a dû se battre contre cette rumeur pendant des années. Fonce dans un autre véhicule et blesse le conducteur. Mais au lieu de s'arrêter pour l'aider, elle démarre en trombe, s'enfuit et va s'enfermer chez elle. Mais nul n'échappe à l'inspecteur Robert Kennedy. Quand on a appris que Mademoiselle Berry était à l'origine de l'accident, on a demandé un mandat de perquisition pour confisquer le véhicule impliqué. On est resté à la porte de sa résidence une bonne heure sans pouvoir entrer. On ne voulait pas forcer la grille. On ne savait pas si elle se cachait ou si elle s'était absentée. Son comportement paraît incroyable. Elle a percuté des gens et les a blessés gravement. Et elle a pris la fuite pour s'occuper de sa petite personne, sans même savoir comment ils allaient. Finalement, on est rentré dans la maison. Ali Berry n'a fait aucune déclaration. Elle a coopéré et nous a laissé prendre sa voiture. Elle avait le visage grave et ne savait pas vraiment ce qu'elle devait faire, ni ce qui allait lui arriver. Halle Berry est inculpée de non-assistance à personne en danger. Vous devez savoir que j'ai pris cette affaire très au sérieux. L'actrice fait profil bas et joue la repentie avec un air grave. Elle écope de 3 ans de conditionnel, de 13 000 $ d'amende et des fameuses 200 heures de travaux d'intérêt général auxquels les stars sont abonnés. Ensuite, rien de mieux qu'un Oscar pour faire oublier toutes ces affaires. James Brown, lui, a un casier judiciaire plus digne d'un parrain de la mafia que d'un roi de la soul. Pendant son enfance, dans le sud profond de l'Amérique des années 30, James Brown ne possède rien. À 16 ans, il est arrêté alors qu'il vole une voiture pour commettre un braquage. Il écope de 8 ans de travaux forcés. Et c'est en prison qu'il découvre son don pour la musique. James Brown a développé sa passion pour la musique lors de son séjour en maison de redressement. Il jouait et chantait du gospel sans arrêt. Si James Brown est devenu le plus grand chanteur de soul au monde, il collectionne aussi les arrestations. Possession de drogue, outrage à agent, port d'armes prohibé, violence conjugale. Mais son délit le plus bizarre, il le commet en 1988. L'arrestation de James Brown est sans doute l'arrestation de star la plus spectaculaire qui soit. James soupçonne les employés d'une agence d'assurance voisine de son bureau d'utiliser ses toilettes. Il va les surprendre et les menace avec un fusil et un revolver. Affolés, ils appellent la police et James déguerpit. Les policiers le poursuivent à travers 2 États. Il tire dans ses pneus. Des étincelles jaillissent de l'arrière de sa voiture. Il sort armé d'un fusil. Les policiers l'obligent à se coucher par terre. Ils arrêtent James Brown et ils le mettent en prison. Il est allé en prison. Ça aurait dû être très dur pour sa carrière. Pourtant, après 18 mois derrière les barreaux, il gérait ses affaires par téléphone, il voyait des gens, obtenait des audiences. Grâce aux campagnes menées par son ami le révérend Jesse Jackson, James Brown est libéré avant la fin de sa peine et relaxé en mai 2003. Mais depuis, il a refait parler de lui. En janvier dernier, il est accusé de violence envers sa nouvelle femme et son enfant à naître. Le groupe de Michael Hutchence ne s'appelle pas In Excess pour rien. Les excès, il connaît. On a tous connu des années difficiles, la drogue, l'alcool ou la baisse de popularité. Ou bien un mélange des trois. En 1996, alors que Hutchence et sa compagne Paula Yates sont en vacances, la brigade des stupes fouille leur maison. Elle trouve de l'or et une provision d'opium emballée dans des papiers de bonbons et cachés sous le lit. Le couple clame son innocence et les poursuites sont abandonnées.
Une star spécialiste des cures de désintoxication, c'est l'acteur Robert Downey Jr. On a toujours considéré Robert Downey Jr. comme un acteur bourré de talent, très spirituel et très séduisant. Mais il est sur le fil du rasoir, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Il a des problèmes. En 96, il se fait remarquer une première fois. Alors qu'il conduit dangereusement, la police l'arrête, fouille sa voiture et découvre un revolver, de l'héroïne et de la cocaïne. Robert Downey Jr. se retrouve au tribunal. Il est finalement libéré sous caution. L'avocat expérimenté de la série Ali McBeal aura peut-être retenu la leçon, mais il fait peur à sa voisine. Il y a un inconnu dans le lit de mon fils. Il y a un inconnu chez vous? Oui. On dirait qu'il s'est évanoui sur le lit de mon fils. On l'a secoué, il a grogné, a bafouillé quelques mots et s'est rendormi. Encore une fois, Robert Downey Jr. s'est drogué. Mais la cour lui accorde à nouveau sa clémence au bénéfice du doute. On donne aux délinquants célèbres toutes les chances de revenir dans le droit chemin. Si ça avait été un gamin noir des bas quartiers, il aurait été droit en prison dès le début. Mais lui, on lui donne une chance de se refaire et il ne la prend pas. Robert Downey Jr. alterne drogue dure et cure de désintoxication. Pendant des années, il évite la prison. Mais en 99, il est surpris avec de la drogue, alors qu'il est en liberté conditionnelle. Il écope de 3 ans ferme. C'est comme si j'avais un revolver dans la bouche et que j'adorais le goût du métal. Il est relâché au bout d'1 an pour bonne conduite. Quelques semaines plus tard, la police reçoit un appel anonyme depuis un motel. Je voulais vous dire que dans la chambre 311, il y a un homme qui a de la cocaïne et 2 armes à feu. Je suis pas tranquille. Robert Downey Jr. se retrouve une nouvelle fois en prison. Finalement, en 2001, la star incontrôlable promet de changer vraiment. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, je me concentre sur des choses plus positives. La violence est aussi américaine que les pancakes. Les armes en font partie. Elles sont ancrées dans le quotidien des Américains. Conformément à la légende, les rappeurs portent des armes. En 2001, Eminem est encore marié à son amour de jeunesse, Kim. Il est sur le point de devenir une star internationale. Mais son revolver va lui attirer des ennuis. Byron Williams était alors son garde du corps. Un soir, un de ses meilleurs amis l'a appelé pour lui dire « Kim te trompe. Faut que tu viennes voir par toi-même. » Ils étaient très amoureux et dépendants l'un de l'autre, mais leur relation était malsaine. C'était du genre « Je ne peux pas vivre sans toi, mais je ne peux pas vivre avec toi non plus. » Eminem fonce au Hot Rock Club, dans la banlieue de Détroit. C'est là qu'il surprend sa femme avec le videur, John Guerriera. Eminem a pété un câble. Il est sorti de la voiture et il a frappé le mec avec son pistolet. Eminem a dit qu'il avait retiré les balles de son pistolet avant d'aller voir le type. C'était un moment de lucidité. Et en même temps, ça prouve bien que ce n'est pas un gangster. Moi, j'enlèverais jamais les balles de mon flingue si je comptais le dégainer. On sait jamais si le mec qu'on veut dégommer n'est pas armé aussi. Il aurait pu se faire tuer. On vous accuse d'avoir caché une arme, que plaidez-vous? Coupable. Son procès, très médiatisé, a finalement contribué à faire d'Eminem une vraie star. Eminem en avait presque besoin. C'est un blanc dans l'univers black du hip-hop. Ça lui a donné de la crédibilité, entre guillemets. Pour moi, Eminem s'est forgé une image de petit blanc détraqué. Excuse-moi, Eminem, c'est un peu crétin. Crétin ou vrai nerveux, Eminem en tout cas se défend d'être un criminel. Les débats au tribunal durent de longues heures. Et finalement, comme l'arme n'était pas chargée, la star repart avec 2 petites années de conditionnel et les traditionnels travaux d'intérêt général. Quand une grande star a de gros problèmes, les journaux augmentent leur tirage. Mais quand il s'agit d'un couple de célébrités, peu importe le délit, les paparazzis se précipitent. Pamela Anderson, la sauveteuse d'alerte à Malibu, a surpris tout le monde en épousant le rocker rebelle Tommy Lee.
Tommy Lee fait de la batterie la tête en bas. Il est couvert de tatouages de la tête aux pieds. Il n'a pas 1 centimètre de peau non tatouée. C'est pas un enfant de cœur, c'est un vrai dur. Cette photo a été prise au poste de police quand Tommy Lee fut accusé d'avoir frappé un chasseur d'autographes. Tommy Lee est soupçonné aussi de frapper sa femme. Mais face à la presse, ils sont passionnément amoureux. En 1996, le couple de jeunes mariés se promène en ville lorsqu'un paparazzi remet en question leur qualité de parents. Où est votre bébé? Avec ma mère. Tommy, furieux, s'en prend au caméraman, lui fracture le bassin et une côte. Pamela, elle aussi, s'énerve. Comment osez-vous utiliser une bombe lacrymo contre moi? Je n'ai rien fait. Vous n'avez pas intérêt à refaire ça, connard. Tommy est connu pour son sale caractère, mais tout le monde espère qu'avec la présence de son enfant, il va se calmer. Malheureusement non. Les hommes se sentent souvent menacés si l'on porte trop d'attention à leur bébé, car l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes dépend de l'attention que leur porte leur compagne. Tommy Lee n'a pas appris à gérer sa violence. Le rocker s'en prend à Pamela alors qu'elle allait leur fils. En 1998, Tommy Lee prend 3 ans ferme, mais il est libéré au bout de 4 mois. Il doit suivre des cours de gestion de la violence, une cure de désintoxication, donner $5000 à un centre pour femmes battues et bien sûr, faire des travaux d'intérêt général. Parfois, des stars croient qu'elles sont à part et qu'elles peuvent agresser impunément les forces de l'ordre. Cette célèbre photo de Jane Fonda a été prise en 1970 après son arrestation pour avoir donné un coup de pied à un policier. Le boxeur Mike Tyson a passé 3 ans en prison pour viol. Ce crime a brisé sa carrière à jamais. Mais dans un autre contexte, certaines parties de jambes en l'air peuvent avoir un effet détonnant sur une carrière. L'acteur Hugh Grant a porté haut les couleurs de l'Angleterre en se faisant prendre le pantalon sur les chevilles. Les médias du monde entier se frottent les mains. Il ramasse des poules sur Sunset Boulevard. Il est fou, quoi. Par une chaude nuit d'été, Hugh Grant débarque à Hollywood pour la promotion de son premier film américain. Mais il ne sait pas encore que Sunset Boulevard grouille toujours d'agents de la brigade des mœurs en civil. Une belle voiture blanche se range et le conducteur parle aux filles. Divine Brown monte dans la voiture. Il voulait me parler. J'ai entendu son accent anglais, même s'il essayait de le cacher. Il était en extase devant mes pieds. Je les ai mis sur le tableau de bord. J'ai fait plein de trucs sexy. Ils ont discuté et puis j'ai vu la tête de Divine Brown disparaître derrière le tableau de bord. Je ne la voyais plus. Il fermait les yeux en écoutant la musique. On a encerclé la voiture. Le scandale lui a donné une image plus virile. Ça a relancé sa carrière. Je ne lui en veux pas. Je lui souhaite bonne chance, car c'est un bon acteur et un bel homme. S'il est un portrait de star en prison qui restera dans l'histoire, c'est bien celui-là. Cette photo de Michael Jackson est incroyable. On dirait John Crawford. Il a fait tout ce qu'il a pu pour ressembler à une femme blanche. Maintenant, il ressemble à une grand-mère blanche, charcutée par un mauvais plasticien. En 2003, Michael Jackson est accusé d'avoir abusé de plusieurs enfants. Des accusations de pédophilie presque 10 ans après une plainte déposée par Jordan Chandler, un garçon de 13 ans. Il accusait Jackson de l'avoir violé pendant un séjour à Neverland, le parc d'attractions privé de la star. À l'époque des faits, Robert Wagner était responsable de la sécurité dans la propriété du chanteur. Je l'ai observé et j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu. Rien d'illégal, juste des contacts physiques qui n'avaient pas lieu d'être. Ça se passait à chaque fois qu'il montait dans une voiture électrique avec un garçon, quand ils allaient au parc, au cinéma ou au zoo.
La banquette était assez large pour s'asseoir à deux sans se toucher, mais il passait sa main autour de la hanche du garçon. J'ai vu le petit qui l'a accusé. Je ne connaissais pas son nom à l'époque, mais ce n'était pas un cas isolé. C'est arrivé plusieurs fois pendant mon séjour. Michael Jackson a évité le procès en versant des millions de dollars à Jordan, qui n'a pas témoigné. Mais depuis quelques mois, il est à nouveau sous la loupe des enquêteurs. Le dénouement de cette affaire n'induit en aucun cas la culpabilité de Michael Jackson. Michael Jackson nie toutes les charges accumulées contre lui. Le juge promet que son procès se tiendra comme pour n'importe quel autre accusé. Le chanteur a été libéré contre une caution de 3 millions de dollars. Son procès doit débuter en janvier 2005. Qu'il soit coupable ou innocent, Michael fait vraiment de drôles de choix dans sa vie. Et puis il y a le pire, le meurtre. Ce crime est au cœur de milliers de films. Pour certaines stars, l'action se poursuit bien au-delà des caméras. Ainsi, la superstar du football américain O.J. Simpson a été accusée du meurtre de son ex-femme et de son amant. Les Américains adoraient O.J. Simpson. Ils l'avaient vu au cinéma, c'était l'un des grands héros populaires. Les gens l'adoraient. Mais le 17 juin 1994, les corps de Nicole Brown Simpson et de son amant Ronald Goldman sont retrouvés assassinés à coups de couteau. Toute l'Amérique regarde O.J. Simpson résister à la police et s'enfuir dans sa Ford Bronco blanche. C'était dingue. Les caméras le suivaient, les hélicoptères ne le lâchaient pas, les gens lui faisaient coucou depuis les ponts. On n'avait jamais vu ça. C'était de la vraie télé-réalité. O.J. est finalement arrêté et la nation américaine tout entière est sous le choc. L'affaire donne lieu à ce qu'on appelle aux États-Unis le procès du siècle. 24 heures sur 24, la télévision retransmet les débats au tribunal. C'était de la folie. Tout le monde se passionnait pour ce crime. Un gant portant des traces de sang de Nicole, Ronald et O.J. est retrouvé sur les lieux du crime. L'accusation affirme qu'il appartient à O.J., mais la défense réplique qu'il est trop petit. On découvre aussi des traces de pas et des fibres de vêtements ensanglantés, ainsi que de l'ADN impliquant la star dans le double meurtre. Mais O.J. continue de clamer son innocence. Non coupable. Son avocat prétend que les preuves ont été trafiquées et un inspecteur est accusé de racisme. L'affaire O.J. Simpson a lancé le concept de télé-réalité. C'était un vrai crime avec un vrai enjeu. Aucun scénariste n'aurait pu écrire quelque chose de si passionnant. Lors de l'annonce du verdict, l'industrie américaine a perdu 25 milliards de dollars, car tout le monde s'est arrêté de travailler pour regarder la télévision. L'Amérique s'est arrêtée. Les gens sont descendus dans la rue. La foule s'amassait devant des magasins de télévision. C'était pire qu'un cataclysme. Le jury déclare l'accusé O.J. Simpson non coupable. O.J. Simpson est acquitté en cour d'assises, mais par la suite, il perd un autre procès face aux familles des victimes. Il leur doit toujours 33 millions de dollars de dommages et intérêts. En général, la loi rattrape les délinquants, même les stars. Mais la presse est encore plus rapide. Elle aime les gentils, mais préfère les méchants, ceux qui dérapent et font les plus gros tirages. Les célébrités vivent sans cesse sous un microscope. Voilà. On nous épie dans nos relations amoureuses, dans tout ce qu'on fait. Alors si on viole la loi, ça passe aux infos. Les gens adorent voir que même ceux qui ont soi-disant réussi dans la vie peuvent enfreindre la loi.